Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième saison du 7-8 Europe sur TV 78. Évolution minimale pour cette nouvelle saison avec désormais deux parties. La première enregistrée ici au Parlement européen de Bruxelles. Ce mois-ci, nous sommes en compagnie de l'eurodéputé francilien, membre du mouvement Génération Guillaume Balas. Nous évoquerons avec lui la très large et très compliquée question migratoire qui semble diviser plus que jamais l'Europe. Nous ferons le point aussi sur le Brexit, 9 mois avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, 6 mois plus tôt. Les 27 semblent cette fois-ci soudés pour le pire. Enfin, à quelques mois des élections européennes, une nouveauté dans le 7-8 Europe. Dans la seconde partie de l'émission, vous découvrirez l'action de l'Union européenne en Île-de-France avec notamment un reportage dans l'une des structures qui a profité des financements des fonds européens. Nous irons ce mois-ci à Melun, en Seine-et-Marne, pour découvrir un centre d'affaires pour les quartiers, une aubaine pour les jeunes porteurs de projets, parfois un peu perdus dans l'univers impitoyable de l'entrepreneuriat. Guillaume Balas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé francilien depuis 2014. Vous siégez ici au sein du groupe des socialistes et démocrates, groupe que l'on peut comparer pour vulgariser en France au PS. Pour autant, vous n'êtes plus membre du PS depuis près d'un an. Vous avez rejoint le mouvement Génération créé par Benoît Hamon. C'était en novembre 2017. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur du mouvement. Est-ce que vous avez aussi songé à quitter le groupe ici socialiste au Parlement européen ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il va falloir tout changer dans la géographie politique du Parlement européen. Je crois que les groupes tels qu'ils existent, notamment à gauche, socialistes, verts et gauche radicale, ne correspondent à plus rien. Les clivages ne sont plus les bons. Vous avez des libéraux chez les socialistes, des libéraux chez les verts, vous avez des souverainistes dans la gauche radicale et d'autres qui sont très pro-européens. Bref, ces groupes ne sont d'accord sur rien en réalité et donc il est très important de créer autre chose. Quel serait le groupe idéal un parti de gauche, aujourd'hui écologiste, démocrate, social, pro-européen, mais contre l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ultralibérale, productiviste et anti-écologique. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que doit être la gauche si elle veut être utile à l'Europe. Autrement, elle ne sert pas à grand-chose. Ça serait une gauche à l'image du mouvement Génération d'aujourd'hui ? C'est ce que nous voulons tenter. Effectivement, on voit bien d'ailleurs dans plusieurs pays, il n'y a pas qu'en France, que de nouveaux mouvements de gauche existent. Je pense à la Pologne avec Razem, par exemple, qui ne se reconnaissent plus, j'allais dire, dans l'échec de la social-démocratie, qui s'est tellement compromis avec la droite au niveau européen qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir une légitimité, et qui en même temps rejette le souverainisme et le populisme nationaliste qui est en train de monter. Donc être de gauche, écologiste, européen, c'est ça la voie. Guillaume Balas, l'actualité du moment, c'est deux actualités principales. Le Brexit avec ses tensions qui perdurent entre l'Union européenne et Theresa May, qui se trouve en difficulté avec l'Union européenne, mais aussi à l'intérieur, chez elle. Et puis aussi la question migratoire et l'Europe qui se divise toujours plus sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous, en tant qu'eurodéputé, membre de Génération, vous interpelle le plus, vous fait le plus réagir ? Bien, la chose suivante, c'est qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'Europe avait une démographie très importante, un nombre d'enfants par femme très important, et donc nous avons conquis la planète. Par le biais de la colonisation, par d'autres biais aussi, nous avons installé des populations à l'extérieur, et aujourd'hui, nous ne comprendrions pas que des continents entiers, tels que l'Afrique par exemple, se trouvent dans la situation que nous avons connue, et donc qu'il y a des poussées migratoires qui sont fortes. Aussi, il faut regarder d'abord la réalité. Il y aura des migrations. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'on peut mettre une Europe forteresse où personne ne rentre se leurrent. Il faut dire la vérité aux gens, ne pas leur mentir. Penser que des barbelés des frontières et des murs arrêteront les migrations, ça n'a jamais existé dans l'histoire, ça n'existera pas. Pire, ça apportera des catastrophes parce que nous allons créer de la frustration sur des continents entiers qui, si aujourd'hui ils sont dans un développement économique compliqué, vont devenir de plus en plus puissants dans les décennies qui viennent. Donc il faut organiser de manière rationnelle, mesurée et avec un esprit de fraternité ces migrations. Ça ressemblerait quoi justement cette organisation ? D'abord, premier élément, c'est reconnaître quand il y a des réfugiés qui sont des réfugiés politiques, qu'ils ont un droit spécifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les réfugiés climatiques doivent avoir aussi droit à des éléments d'accueil particuliers parce que ils ne peuvent pas faire autrement que de partir de chez eux. Et enfin,
il y a la question migratoire liée aux questions économiques. Je pense que c'est un mensonge de dire qu'on peut arrêter totalement la migration économique. C'est faux, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Et donc nous ferions mieux de l'organiser avec les pays de départ pour faire en sorte qu'elle profite le mieux. C'est-à-dire arrêter les discussions à 27 clairement aujourd'hui. Alors je vais arriver à cela, mais par exemple, on s'aperçoit que quand on donne un droit à des gens d'aller-retour avec leur pays d'origine, ils s'installent moins dans les pays dans lesquels ils ont migré. Ils retournent plus. Quand, en revanche, on ne donne pas de droit, que les gens sont dans la clandestinité, travaillent de manière clandestine, évidemment, ils repartent moins. Donc on voit bien qu'en plus on est sur des fausses solutions. Que doit-on faire au niveau européen? On voit bien qu'il n'y a pas d'accord au niveau européen. Ça semble impossible aujourd'hui entre notamment l'Est et l'Ouest, pour résumer très rapidement. Il faut quand même se battre au maximum pour expliquer que ce doit être aujourd'hui au niveau européen que se traite cette question. Il est totalement inenvisageable de penser que simplement au niveau national nous puissions réguler des flux migratoires. Et enfin, dans un deuxième temps, si nous n'y arrivons pas avec l'ensemble des pays européens, rien ne nous interdit de faire des coopérations renforcées sur le sujet. Et la France a été très coupable sous M. Hollande et sous aujourd'hui M. Macron de ne pas avoir proposé cette coopération renforcée avec l'Italie par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par exemple avec Viktor Orban ou certains pays de l'Est qui ne veulent pas jouer le jeu d'une réforme de la politique migratoire? Comment on leur force la main justement pour faire ce que vous souhaitez? En étant exemplaire, c'est-à-dire que vous comprenez bien que M. Macron fait rigoler. Vous pensez qu'en accueillant des migrants par exemple on va tordre la main à Viktor Orban? Il fait rigoler, en tout cas M. Macron fait rigoler la planète entière et notamment l'Europe entière, notamment dans les pays de l'Est, quand il dit oulala, M. Orban, il est très très méchant, il est contre les migrants. Vous regardez le nombre notamment de migrants aujourd'hui accueillis en France qui est ridicule par rapport à l'Italie. Le fait qu'on décourage au maximum la migration, qu'on ne cherche pas à l'organiser encore une fois, tout en étant raisonnable, mais de l'organiser, nous perdons absolument toute crédibilité au niveau européen. Donc la question, si on veut vraiment aujourd'hui combattre M. Orban, c'est de dire nous prenons en charge aujourd'hui ces questions migratoires, nous les organisons, nous proposons des coopérations renforcées à l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, avec ceux qui etc. Quelle serait justement une dernière question sur ce sujet, les pays qui, selon vous, pourraient se prêter au jeu? On avait l'Italie, maintenant vous imaginez bien que ça va être très difficile. C'est l'Espagne qui a pris la tête du... Mais sans doute qu'avec l'Espagne, le Portugal, avec la Belgique, avec les Pays-Bas, il y aurait quelque chose à faire. Vous pensez que sur ce sujet, l'Union européenne peut se fracasser, se diviser? Alors c'est une expression qu'on emploie depuis très longtemps. Il y a eu la crise financière, la crise monétaire, désormais c'est la crise migratoire. Je crois peu à la dissolution de l'Union européenne. Je pense que cette thèse n'existe pas. Je pense que ça peut être encore pire. C'est une forme d'implosion. C'est-à-dire qu'on garde le cadre du libéralisme économique et que par contre, il y a un retour à la souveraineté nationale pour à peu près tout le reste. C'est-à-dire, en gros, ça va être le dumping social généralisé, le dumping fiscal généralisé et en plus des politiques répressives contre les migrants mais aussi contre les populations comme elles se développent, on le voit en Hongrie ou en Pologne, contre les droits civiques. Donc il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas tant l'Union européenne qui est menacée d'éclatement que ses valeurs mêmes et le fait qu'un ultralibéralisme nationaliste puisse finalement remporter la mise en Europe. Alors là on parle de partis, de leaders politiques de pays, mais comment on rassure finalement les populations? Parce que finalement généralement les dirigeants jouent la carte des populations qui ont peur. Comment on rassure les gens pour leur dire que finalement le problème migratoire ça va déjà arriver, pour avoir cette franchise dont vous parliez, et puis aussi pour les rassurer, pour leur dire que leur quotidien ne va pas être chamboulé? Quand vous n'organisez pas les choses, elles se développent de manière anarchique et sauvage. Et donc effectivement, c'est dans les quartiers populaires aujourd'hui où vous subissez le plus les questions migratoires de manière non organisée et ça crée des tensions. Si vous avez une approche qui est une approche organisée, où on demande la solidarité à tout le corps de la nation et toutes ses classes sociales, souvenez-vous comme à Paris il a été difficile de mettre un centre pour SDF dans le 16e arrondissement par exemple. Eh bien, si toutes les classes sociales étaient solidaires sur ce sujet, on verrait que les migrations sont peu importantes en nombre. En réalité, en tout cas, elles ont beaucoup diminué. Elles ont beaucoup diminué et qu'il y a beaucoup de fantasmes. Mais comme ces migrations se concentrent dans certains quartiers et certaines zones aujourd'hui, évidemment que ça crée des tensions et des problèmes. Autre sujet d'actualité, le Brexit. Là, au contraire, il semble y avoir une entente entre les 27 pour ne rien céder aux Britanniques. C'est finalement c'est paradoxal, mais dans le divorce que l'UE fait preuve de solidarité. Comment vous jugez là aussi la situation du Brexit? Est-ce qu'il faudrait continuer sur ce chemin-là avec
Theresa May, lui dire qu'on ne cédera rien ou alors lui tendre la main là aussi? Il faut dire que les Britanniques se sont mis dans une situation très difficile et il est très compliqué de leur tendre la main comme cela. Mais je voudrais quand même faire une remarque. Le grand fantasme ça sera mieux sans le Royaume-Uni, notamment pour la France dans l'Europe qui vient aujourd'hui, est à mon avis mortifère. Pourquoi ? Parce que nous laissons une place notamment à l'Allemagne et à une volonté de puissance allemande aujourd'hui dans les institutions, mais aussi du point de vue économique, sans équilibre. Et je crois que le Royaume-Uni était quand même un moyen d'équilibrer pour nous, Français, cette puissance allemande. Donc je pense qu'il faut quand même veiller à ne pas en faire trop. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour certains pays comme l'Espagne ou l'Italie de prendre aussi une autre place au sein du concert européen et puis arrêter peut-être ce mythe du couple franco-allemand qui... Je serais d'accord avec vous si nous ne continuions pas ce mythe du couple franco-allemand. Mais malheureusement, il perdure, on le voit bien. Et je crois que c'est sans lien, en réalité, avec la question de nos liens avec le Royaume-Uni. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Royaume-Uni continue de préférer le Brexit, il ne faut pas non plus annuler toutes nos chances d'avoir un partenariat pacifique et amical. Je n'aimerais pas que le Royaume-Uni se transforme en une vaste plateforme de dumping fiscal et social qui fasse de sa première victime la France. C'est ce que propose aujourd'hui Theresa May. L'Union européenne a du coup raison, selon vous, de rester ferme là-dessus. Oui, simplement, il faut faire attention parce que... C'est pas uniquement les services en dehors du marché unique, c'est... Voilà, il faut faire attention parce que si on ne peut pas accepter de la part de Theresa May d'avoir les avantages de l'Union européenne sans aucune contrainte, avoir l'Union européenne totalement en dehors, j'allais dire, de l'Union européenne en termes de relations économiques, c'est aussi un danger parce qu'ils peuvent jouer la carte du pire. Est-ce que vous seriez favorable, vous, par exemple, à un second vote? C'est une musique qu'on entend de plus en plus. Je suis pas britannique. Les Britanniques ont fait ce choix souverain de quitter l'Union européenne. Il n'appartient qu'à eux de faire le choix souverain d'y revenir. Les eurosceptiques semblent aussi s'intéresser à ce sujet, à jouer cette carte et l'argument du « regardez, ils veulent faire payer les Britanniques et leur volonté populaire ». Est-ce que vous pensez que le Brexit pourrait jouer en faveur des eurosceptiques en 2019 Non, je crois pas. Je crois que c'est un contre-exemple et qui montre bien que quitter l'Union européenne n'est en aucun cas une solution. Alors certes, on dit l'économie britannique ne s'est pas effondrée, c'est parfaitement juste. Le seul problème, c'est qu'on voit le désordre politique que ça a installé dans le Royaume-Uni et aujourd'hui le manque de stratégie pour le futur que ce pays D'ailleurs, personne d'autre ne veut quitter l'Union européenne aujourd'hui. Exactement. Donc non, je ne crois pas que ce soit un argument pour les populistes. D'ailleurs, un petit mot sur ces populistes. Je pense que quand on est nationaliste, la première chose, c'est qu'on ne se fait pas, j'allais dire, instruire par M. Bannon, qui était conseiller de M. Trump et qui est américain. Il y a quand même un paradoxe à avoir des nationalistes pro-américains aujourd'hui. Est-ce que ce sera ça, la bataille de mai 2019, les nationalistes contre, on va dire, les europhiles, non, ça veut rien dire pour moi. Ça n'a aucun sens. Il y a une excellente tribune. Parfois, c'est vrai. Il y a une excellente tribune qui est sortie là-dessus. Moi, je suis pro-européen, mais mon Europe n'a rien à voir avec celle de M. Macron. Rien à voir avec celle de Mme Merkel, rien à voir avec celle de M. Schäuble. En tout cas, Emmanuel Macron et je pense que le pire, essaye de jouer ce jeu-là. Oui, parce qu'ils ont intérêt l'un de l'autre. Si vous voulez, les libéraux qui aujourd'hui ont détruit l'Europe à force d'un manque de solidarité en termes social et d'avoir laissé les riches faire absolument ce qu'ils voulaient du point de vue fiscal, ont produit le populisme et le nationalisme, notamment après la crise de 2008. Et les uns ont besoin des autres. Les nationalistes peuvent taper sur Macron et Macron peut taper sur les nationalistes. Il y a la place pour la gauche aujourd'hui. Je vais vous dire, si ce ne sont pas les orientations aujourd'hui qui sont celles que nous portons, c'est-à-dire d'une Europe solidaire qui remporte la mise, alors là, pour le coup, il y aura dissolution. Il y a beaucoup de travail à faire quand même d'ici 6 mois, parce que après, les sondages sont ce qu'ils sont, mais ils ne semblent pas, en tout cas, favorables aujourd'hui à cette gauche progressiste que vous avez. Oui, on verra. Vous savez, quand quelques jours avant le Front populaire, personne n'imaginait que la gauche allait transformer profondément le pays et accorder autant de protection aux salariés. On ne sait jamais comment l'histoire va avancer, il faut déjà le vouloir. De quelle gauche on parle, en tout cas en France, puisque après on verra à l'échelle européenne, mais de quelle gauche on parle? Est-ce qu'on parle de génération avec les Verts comme à la présidentielle, avec le Parti communiste, avec la France insoumise, même si ça semble très compliqué? On est encore à des mois de l'élection européenne. Je pense que déjà chacun doit affirmer son projet pour voir en quoi on peut avoir des convergences et des divergences. C'est vrai qu'il y a des convergences assez évidentes avec les écologistes, même si nous pensons qu'on ne peut pas rester
rester simplement sur un projet stricto sensu écologiste. Il faut aussi s'adresser aux gens sur la question sociale, parce qu'autrement ils risquent de ne pas adhérer. Avec la France Insoumise, le débat est un petit peu différent. C'est que ça il y a bloque un grand sur les flou. idées ou ça bloque sur les personnes avec la France Insoumise? Non, c'est vraiment sur les idées. Il y a une question de grand flou. On voit bien qu'on joue un peu du ressort nationaliste, hein, l'indépendantisme de la France. Hein, on comprend pas bien ce que ça veut dire. On dit qu'on veut sortir des traités, mais on dit en même temps que ça, c'est pas pour les élections européennes qu'on va en parler. Alors là, c'est encore plus flou. Si on parle pas de la question de sortir ou pas des traités au moment de la question européenne, on voit pas. Et en tout cas, nous ne prendrons pas le risque de la sortie de l'Union. Nous pensons que le Brexit a démontré que c'était une fausse solution. Le Parti communiste aussi, il semblait y avoir eu une entente, en tout cas, on l'a vu. Oui, lors nous de la fête discutons de bien l'Humanité, avec le Parti communiste, parce que le Parti communiste a une vision qui est une vision qui nous intéresse, sur le fait que c'est en organisant justement les salariés qui subissent le dumping social aujourd'hui dans toute l'Union européenne contre ceux qui les exploitent, et notamment ces grandes multinationales qui organisent ce dumping social, qu'on fera avancer la cause européenne, et non pas en opposant les peuples les uns aux autres. Une dernière question, alors on le sait, pour les prochaines élections européennes, il y aura une liste nationale, plus de liste régionale comme aujourd'hui. Vous êtes peut-être l'un des derniers eurodéputés franciliens, mais est-ce que vous serez encore candidat aux prochaines élections européennes, Guillaume Balas? En tout cas, je proposerai ma candidature à mon mouvement, j'en discuterai avec lui, c'est lui qui choisira. Merci Guillaume Balas d'avoir répondu à nos questions. On va continuer désormais cette émission dans les studios de TV78, mais avant, pour continuer aussi sur la thématique migratoire, nous allons voir comment globalement cette thématique est gérée par nos voisins européens, l'origine des migrants, les principaux pays d'accueil en Europe. On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. On a constaté concernant l'origine des migrants que cette origine a évolué au cours de la crise migratoire. Si au début de la crise migratoire, les migrants étaient davantage issus du Moyen-Orient, on constate que sur les dernières années, ce sont davantage des personnes venant d'Afrique, notamment de tout ce qui est Érythrée, Soudan, Algérie, Tunisie et Libye, qui tentent de migrer en Europe. Les principaux pays qui accueillent des migrants sont l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, l'Autriche et le Royaume-Uni. Les pays qui accueillent les migrants les accueillent pour différentes raisons. Certains pays, par exemple comme la France, les accueillent parce qu'ils ont une tradition, on va dire, humaniste, et notamment de respect des droits de l'homme et des minorités. On a d'autres pays, par exemple, qui, comme l'Allemagne, là, a notamment accueilli un certain nombre de migrants afin de, on va dire, lutter contre le vieillissement de sa population. Concernant donc le cas de la Grèce, de l'Italie et de la Suède, ce sont des pays qui accueillent des migrants en vertu du respect des réglementations européennes. Alors, l'Italie et la Grèce parce que ce sont ce qu'on appelle les pays de premier accueil, et la Suède notamment parce que c'est un pays qui accepte des migrants dans le cadre du mécanisme de relocalisation. Les aides dont peuvent disposer les migrants dépendent de chaque État. En règle générale, ce qu'on constate, c'est que les États mettent généralement à disposition des migrants deux types d'aides. Une première aide qui est une sorte d'allocation de subsistance et la deuxième qui est une possibilité d'accéder au logement. Par contre, pour pouvoir demander à bénéficier de ces aides, les migrants doivent déposer une demande d'asile. Deuxième partie de cette émission enregistrée sur le plateau de TV78 dans les Yvelines. Nous allons vous montrer désormais comment l'Union européenne agit concrètement en région et plus précisément en région francilienne, comment son action se décline dans votre vie quotidienne pour tenter de réduire les inégalités, préserver l'environnement ou encore pour développer l'éducation. Pour y parvenir, l'Union européenne met à disposition des fonds spéciaux. Ils sont appelés simplement les fonds européens et permettent de soutenir la création de nombreux projets. C'est le cas par exemple ici à Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons le voir dans quelques instants avec notre journaliste, mais aussi en Seine-et-Marne où l'agglomération de Melun-Val-de-Seine a pu financer la construction de 2 centres d'affaires pour les quartiers. Sur place, des jeunes entrepreneurs ont accès à toutes les informations nécessaires pour réussir le lancement de leur projet. Reportage. AFIL, c'est pour le prêt d'honneur. Prêt d'honneur et la garantie. La garantie sur prêt bancaire. D'accord. Baitirtio est un genre de super conseiller.
Sa principale mission, aider ces jeunes entrepreneurs dans leur première démarche et notamment pour une opération toujours sensible, décrocher un prêt auprès d'une banque. On a pris l'engagement en lui disant, voilà, si vous nous donnez une réponse claire par rapport à l'acceptation du crédit, nous, on vous assure qu'on travaillera ensemble. C'est dans ces locaux neufs de 200 mètres carrés, ouverts depuis le mois d'avril, que les jeunes porteurs de projets du territoire de Melun peuvent venir développer leurs idées. Ils peuvent aussi bénéficier de rendez-vous personnalisés pour apprendre à déchiffrer le monde souvent complexe de l'entrepreneuriat. Et l'idée et l'esprit de l'atelier, c'est que l'information qui est diffusée puisse être accessible à tous. Donc en gros, qu'on soit titulaire d'un CAP ou d'un Bac plus 5, l'objectif c'est d'expliquer très simplement c'est quoi par exemple une SASU, les incidences fiscales, sociales. Et on essaye d'arriver à ce que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement de la future structure qu'elle utilisera. Ouvert depuis 6 mois, ce centre d'affaires a su trouver son public et répondre à un véritable besoin dans les quartiers placés en politique de la ville. Lancement d'un food truck, d'un restaurant ou d'un concept store, près d'une 60aine d'entrepreneurs du territoire ont ainsi pu accélérer le développement de leur projet. Trouver des gens pour nous aider à faire le business plan, du temps pour le faire, ce genre de choses, je pense pas qu'on aurait trouvé ça ailleurs. Et je sais même pas si on se serait autant investi s'il n'y aurait pas eu l'atelier. Via l'atelier, il y a des fois des réceptions, des réunions et tout, et il y a des personnes qui sont presque inaccessibles pour nous, c'est-à-dire les maires, les élus locaux et tout ça. Donc grâce à l'atelier, ça nous a permis de connaître ces gens-là. Pour une meilleure couverture du territoire, un autre centre d'affaires a vu le jour à Damary-les-Lys. Coût total pour la construction des 2 structures, un peu plus de 500 000 € financés à 50% par des fonds européens. Une aide devenue essentielle pour soutenir la création d'entreprises. Dans nos territoires politiques de la ville, il y a quand même 28 000 habitants, une forte population jeune et qui parfois n'ont pas forcément envie d'être salariés, mais souhaitent. Il y a un vrai potentiel, un vrai vivier, une vraie énergie dans ces quartiers. Je dirais que ça a eu un vrai effet levier pour un projet structurant sur notre territoire. Donc ça a valorisé, c'est une belle initiative. Une belle initiative que l'atelier espère concrétiser sur le long terme. Objectif, soutenir le développement de 200 projets en 2 ans. Et ce type d'initiative se développe aussi à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération fait partie, Grégory, comme celle de Melun-Val-de-Seine, des 15 ITI présents en Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que veut dire ce terme de ITI ? ITI, Nicolas, cela signifie précisément investissement territorial intégré. C'est un outil qui permet à la région Ile-de-France de coller au plus près à la réalité et aux besoins de chaque territoire. Cela peut être le développement économique, comme on vient de le voir. Plus concrètement, la région bénéficie de 540 millions d'euros de fonds européens sur la période 2014-2020. Et pour dispatcher le plus efficacement possible cette somme, elle a sélectionné les collectivités les plus à même d'accompagner les porteurs de projets. Ces ITI sont en fait un intermédiaire entre la région, qui est autorité de gestion des fonds européens, les associations bailleurs et autres entités qui souhaitent en bénéficier. Alors, on a vu en Seine-et-Marne, ces fonds ont permis de financer des centres d'affaires dans les quartiers. Quels projets ont été financés ici, plus précisément à Saint-Quentin-en-Yvelines ? L'agglomération bénéficie d'une enveloppe totale de 5 200 000 € en qualité de territoire ITI. Elle a déjà utilisé sur cette somme 2 millions d'euros dans des domaines assez variés, comme la rénovation de logements, pour lutter contre la précarité thermique à Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux ou encore Trappes. Des actions menées aussi, Nicolas, auprès des jeunes élèves pour lutter contre la fracture numérique. Un peu plus de 5 millions d'euros de disponibles pour Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une manne financière appréciable en ces temps de disette pour les collectivités. Et pour en savoir plus sur ces ITI, investissements territoriaux intégrés, vous pouvez consulter les 2 sites internet qui s'affichent en bas de vos écrans. Merci Grégory pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce premier 7-8 Europe de la saison. On se retrouve en octobre pour une nouvelle émission. Nous évoquerons notamment le programme LIFE, un autre outil de financement de l'Union européenne pour des projets liés à l'environnement et au changement climatique. Cette fois-ci, à bientôt sur l'antenne de TV78.